Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. J'ai envie de dire c'est quasiment un reboot de la chaîne. Reboot parce que nouveau look, mais je vais revenir très très vite au look d'avant. Hein, je vous le dis tout de suite parce que je n'aime pas du tout ne pas avoir de barbe. Soit petite parenthèse, mais à la rigueur ça c'est pas très grave. Mais surtout reboot parce que nouveau téléphone avec un son qui devrait être meilleur qu'avant. Et je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous entendez et est-ce que vous voyez une différence avec les vidéos précédentes? Cette critique de Tetris, je l'avais déjà enregistrée. Le film est sorti vendredi 31 mars sur Apple TV+. Je me suis empressé dès que j'ai eu fini le live de Damien Chazelle qu'on avait fait vendredi soir. Je me suis empressé de regarder le film pour vous préparer à la critique et j'étais très enthousiaste. J'avais passé une demi-heure sur la critique avec une partie sans spoilers, avec spoilers. C'était vraiment, voilà, j'étais sous le coup de l'enthousiasme et de l'euphorie parce que j'ai adoré le film. Je pense que ça se voit dans la miniature. Malheureusement, quand j'ai eu fini et quand je me suis dit, bah, je vais uploader la vidéo, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de son, tout simplement parce que le haut-parleur de mon ancien smartphone est mort. Et donc, qui dit haut-parleur dit il faut l'envoyer au SAV, qui le garde pendant 3 semaines, et pendant 3 semaines, pas de vidéo, donc j'ai dû acheter d'urgence un nouveau téléphone, le voici, et le son, je trouve, est meilleur. Vous me direz, vraiment, vous me direz dans les commentaires si vous voyez une différence, mais normalement, vous devriez entendre une différence. Et donc, je recommence la critique de Tetris. J'ai pris un petit peu plus de temps pour le coup et je vais pouvoir vous dire tout ce que j'en pense. D'abord dans une partie sans spoilers et ensuite avec une partie spoilers. On commence partie sans spoilers. Tetris, le film, est-ce que c'est une adaptation? Pas vraiment. C'est le biopic puisqu'ici tout dans le film est réel, ça s'est vraiment passé. Ce sont des événements réels, historiques dans le sens avec un H majuscule. Là, c'est une page d'histoire. Et ça fait plaisir. C'est pour ça que je l'ai marqué dans ma miniature. Un grand moment d'histoire. Un grand moment d'histoire que vous avez peut-être vécu, que moi j'ai vécu en partie, et du coup le film m'a parlé, parce que quand on voit le développement de la Game Boy, quand on voit la Tetris arriver sur Game Boy, quand on voit la Game Boy, puisque oui, dans le film, on nous dit bien la Game Boy et pas le Game Boy. Quand on voit la Game Boy se répandre avec Tetris aux quatre coins du monde et des centaines de millions de gens se l'arracher comme des petits pains, moi j'ai vécu ça. Je l'ai vécu. C'est ma première console, la Game Boy. La première console que m'a acheté mon père qui a ramené du travail. À l'époque, c'était pas donné quand même. Et voilà. C'est le premier jeu que j'ai eu entre les mains. Après, bien évidemment, il y a la PlayStation avec Final Fantasy et compagnie, mais voilà, le première console que j'ai eue, c'était la Game Boy avec Tetris. Du coup, ça me parle personnellement ce film et pour moi c'est une sorte de c'est une page d'histoire que j'ai vu s'écrire sous mes yeux. Donc, le réalisateur John S. Bird que je ne connaissais pas, il a fait un formidable boulot à la fois en termes de réalisation, parce qu'il y a vraiment des idées de réalisation avec des courses-poursuites qui sont à mi-chemin entre le 8 bits et les images réelles. Vous allez voir, il y a plein d'easter eggs, il y a plein de références aux jeux vidéo 8 bits de l'époque, 8 bits. Il a fait donc un super boulot, il a fait aussi un très beau boulot à la musique, il a choisi des chansons des années 80-90, que ce soit The Final Countdown, que ce soit We Need a Hero, il me semble que c'était Bonnie Tyler dans la version originale, je ne veux pas dire de bêtises, on a aussi Art of Glasses de Blondie, alors là c'est une reprise. Donc grosse ambiance années 80-90, et puis on a un côté polar, thriller politique, c'est assez inédit. Je pense qu'on n'a jamais fait ça dans une adaptation de jeu vidéo. Alors pour le coup, bah, c'est l'histoire, hein, c'est l'histoire réelle du créateur Alexei Pajitnov, qui, dans la Russie communiste des années 80-90, qui était en train de se casser la figure, donc la chute de l'URSS, il invente un jeu pour s'amuser, tout simplement, et ce jeu va faire fureur auprès de ses collègues, et le jeu va passer les frontières, et aux États-Unis, on va se battre pour avoir les droits, sachant qu'en fait, les droits n'ont pas été cédés, et ça va être toute une bataille juridique autour des droits, parce que bah, les communistes, l'URSS, c'est un bien qui appartient à l'État. Eux, ben, il n'y avait pas de possession matérielle et tu pouvais même pas bénéficier
de l'argent qui te revient en tant qu'auteur, tout appartient à l'État. C'est ça le communisme, hein. Ça rigolait pas. Du coup, ça va être toute cette bataille pour récupérer les droits avec une compagnie américaine corrompue, la Maxwell Company. Tout ça, c'est des gens qui ont existé, qui essayent de faire les margoulins, qui essayent de rouler les Russes un petit peu dans la farine pour acquérir les droits par de la corruption. Une partie des communistes et du KGB qui eux aussi, voyant l'URSS s'effondrer, essaye d'en tirer parti et essaye de tirer profit financièrement de la situation. Et puis, Hank Rogers, cet Américain qui est à la fois néerlandais et qui est marié avec une japonaise et qui est fan à la fois de jeux vidéo, qui connaît très très bien Nintendo et tout cet univers-là, c'est un geek. À l'époque, on dit pas geek, hein, mais donc cet Américain Hank Rogers qui va tout faire pour importer le jeu sur toutes les plateformes possibles, que ce soit le PC et les consoles, et la nouvelle console. Et on en est à peine au balbutiement. D'ailleurs, on va la voir dans les locaux de Nintendo, comment on appelle ça, dans leur atelier, dans leur laboratoire où ils sont en train de l'élaborer, la Game Boy, la première console portable. Et finalement, on le sait, hein, ça c'est l'histoire, Tetris, c'est Tetris qui va permettre que la Game Boy connaisse son succès et que Nintendo cartonne dans le monde entier, même s'il cartonne déjà avec la Super Famicom, donc c'est-à-dire avec la Famicom, c'est-à-dire la Nintendo au Japon. On va voir Hiroshi Yamauchi, joué par Togu Igawa, qui la ressemblance est impressionnante. Togu Igawa qu'on avait déjà vu dans Le Dernier Samouraï en 2004, il y a presque 20 ans en arrière, il jouait dans le film avec Tom Cruise. Et donc, on va voir plein de personnages historiques. On va voir Brejnev, puisque ça se passe en Ukraine, en Russie. Il faut que je fasse attention là aussi, justement, et c'est quelque chose que j'avais dit dans la critique que j'ai perdue de Tetris. On peut pas parler aujourd'hui d'Ukraine et de Russie dans une même vidéo sur YouTube. Sachez que nous, les créateurs de contenu, on a reçu des mails de YouTube. Il y a certains sujets qu'on ne peut pas aborder sous peine d'être à la fois démonétisés, voire que les vidéos soient bloquées. Donc je pourrais même pas faire un parallèle avec la situation l'Ukraine-Russie aujourd'hui. Ça pourrait tout simplement me valoir un blocage de vidéo. Voilà, c'est comme ça, c'est la liberté d'expression selon YouTube. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais la situation dans le film de la Russie, il y a quand même des parallèles assez troublants avec la situation d'aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus. Donc, on va suivre Hank Rogers qui, lui, va tout faire pour importer le jeu et qui va se lier d'amitié avec Alexei Pajitnov, le créateur du jeu. Tout ça dans une ambiance ultra paranoïaque où tout le monde est espionné. Il y a des espions qui se font passer pour des gens bien sous tout rapport. Il y a des surprises, il y a des rebondissements, des choses auxquelles je ne m'attendais pas. On apprend une page d'histoire, on apprend une page de géopolitique et c'est surtout une telle déclaration d'amour vis-à-vis à la fois des geeks, des concepteurs de jeux, mais du plaisir de jeu et du fait que les jeux unissent les peuples au-delà des idées politiques, au-delà des polémiques, au-delà des divisions, au-delà des guerres, ça unit les peuples à l'image de ces deux créateurs, on peut dire entre guillemets, puisque Hank Rogers, même s'il ne crée pas Tetris, il va contribuer à l'améliorer. D'ailleurs, notamment, on lui doit le fait qu'on puisse éliminer plusieurs blocs, plusieurs lignes en même temps dans Tetris. Ça, c'est un ajout qu'il a fait, qu'il a conseillé à Alexei Pajitnov. Et Pajitnov, le vrai créateur, voilà, un Américain, un Russe, à une époque que tout oppose, dont les gouvernements sont en guerre, c'est la guerre froide bien évidemment, et ce jeu Tetris qui est plus qu'un jeu, qui est une œuvre d'art. Et c'est pour moi le message principal du film, c'est que le jeu vidéo est une œuvre d'art à part entière, et pour moi il n'a pas du tout à rougir que ce soit face au cinéma, à la télévision, à la musique, à la bande dessinée ou même à la peinture. Le jeu vidéo a toujours été un art. Alors bien sûr il y a des jeux commerciaux, bien évidemment, c'est sûr que Fortnite on a du mal à voir où est-ce qu'il est l'œuvre d'art, mais au-delà de ça, c'est le monde du jeu vidéo qui est un monde artistique et ce sont des œuvres qui ont une vie, qui ont une histoire et le film
retrace ça. Le film rend justice à ces créateurs, à ces gens qui nous ont fait rêver, qu'on ne connaissait peut-être pas jusqu'à là, qui étaient des gens dans l'ombre, même si les deux sont Pajitnov et Hank Rogers à la tête de la Tetris Company. Mais voilà, ce sont de grands hommes dans leur milieu qui n'étaient pas forcément connus d'un très grand public. Et grâce à ce film, c'est justice qui leur est rendue. Exceptionnel en termes de réalisation, de fanservice, d'easter eggs, de musique, d'interprétation, parce que Taron Egerton, il est excellent. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, regardez Blackbird, la mini-série, toujours sur Apple TV+. De toute façon, je vais vous dire, de manière générale, et je l'ai dit dans tellement de vidéos, Apple TV+, foncez, c'est de la qualité. Vous prenez pas de risques. Même comparé à HBO, même s'il y a de très très bonnes séries sur HBO, mais j'allais dire Hank Rogers, Apple TV+, ils sont constants dans la qualité. Donc foncez et vous allez découvrir des œuvres, que ce soit Blackbird avec le dernier rôle de Ray Liotta face à Taron Egerton et Paul Walter Hauser, que ce soit Five Days at Memorial, Foundation, Invasion et tellement d'autres séries et des films. Et notamment Killer of the Flower Moon, le prochain Martin Scorsese avec DiCaprio qui sortira sur Apple TV+. Voilà. Donc c'est important, cette plateforme est importante, cette plateforme commence à exploser en termes de quantité. Jusqu'à là, il y avait de la qualité, mais peu de quantité. Maintenant, il y a la qualité et la quantité. C'est une plateforme qui mérite, et je suis pas payé, je suis pas payé par Apple TV+, mais c'est une plateforme qui mérite que vous vous y attardiez. Donc voilà, Tetris, un excellent biopic et en même temps un film d'espionnage, du polar. On s'inquiète pour les personnages. Vraiment, il y a cette inquiétude de se dire on ne sait pas ce qui va se passer. C'est haletant, il y a de la tension. Et puis cette musique de Tetris, le jeu, vous connaissez la musique de Tetris sur Game Boy. Cette musique de Tetris qui est omniprésente, qui est remixée à la pleine sauce, que ce soit symphonique, que ce soit sous synthétiseur, à la sauce des années 80-90. C'est un régal pour les yeux, un régal pour les oreilles. J'en ai eu les larmes aux yeux tellement j'ai passé un bon moment, un beau moment. J'en ai eu les larmes de joie. Et ça veut dire que c'est un chef-d'œuvre pour moi. Tout simplement, le film m'a parlé, il m'a touché, et je pense que c'est le cas de beaucoup qui ont vu le film. Beaucoup se sont dit, ah, Tetris, le film, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous faire des briques, ça va durer quoi? Ça va durer 5 minutes, et quel intérêt? Non. Et c'est la même chose, je pense, pour le prochain Gran Turismo qui sort cet été, normalement au mois d'août, réalisé par Neil Blomkamp. Là aussi, c'est pas un petit joueur, Neil Blomkamp, c'est quelqu'un qui est de très très grande qualité en termes de réalisation et qui va s'attarder non pas à faire un copier-coller, mais raconter une histoire à travers Gran Turismo, à travers ce jeu, une histoire vraie d'un joueur qui s'est entraîné sur Gran Turismo et qui ensuite est devenu un pilote professionnel. Alors, et en plus, il y a un joli casting, Orlando Bloom, Forest Whitaker. Vous voyez, ça, pour moi, c'est les meilleures adaptations. C'est quand on prend le jeu, on met le jeu en avant, mais on ne fait pas un copier-coller et on apprend des choses sur le jeu. Alors je ne veux pas encore une fois revenir sur The Last of Us parce que j'ai quand même pas mal défoncé la série, mais bon, voilà. Je vais arrêter de m'acharner sur The Last of Us que je n'ai que moyennement apprécié, mais c'est vrai que je ne vois pas trop d'intérêt sur The Last of Us de faire un copier-coller pour les gens qui connaissent le jeu, sachant que c'est déjà un jeu ultra cinématographique. Quel intérêt de faire un copier-coller? Ça aurait été mieux une adaptation libre, ou plutôt on raconte une histoire dans le monde de The Last of Us. Ben là, c'est ce qu'on fait avec Tetris. On prend le jeu et on raconte l'histoire derrière le jeu. Et ça va être la même chose avec Gran Turismo. Et je pense que ça donne les meilleures adaptations. En tout cas, pour moi, les meilleures adaptations, c'est des adaptations libres qui racontent des histoires indépendantes, mais qui nous amènent à vouloir découvrir ou redécouvrir le jeu en profondeur. Et Tetris, le film, fait partie de ces grandes, très grandes adaptations. Et je pense qu'après avoir vu ce film, on ne pourra plus dire les adaptations de jeux vidéo, c'est nul. C'est là où je vous dis, pour moi, cette décennie, ça va être moins les films de super-héros, ils vont être en retrait, ça va continuer d'exister, mais les adaptations de jeux vidéo vont petit à petit commencer à prendre de l'ampleur parce qu'elles sont traitées avec sérieux. Même The Last of Us est traité avec sérieux, mais là, Tetris, c'est traité avec sérieux et avec ambition. Voilà ce que je pouvais vous dire sans spoilers.
On va s'arrêter là. Et donc, c'est parti pour la partie spoilers. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Spoilers. Alors, ce que j'ai le plus aimé, c'est la réalisation. Alors, cette espèce de course-poursuite, à un moment donné, on a le KGB qui fait une course-poursuite avec Hank Rogers dans les rues de Moscou. Je crois que c'est Moscou. Qui le poursuit, et on a le sentiment d'être face à Argo de Ben Affleck avec la fin lorsqu'ils essayent de prendre l'avion pour s'enfuir de l'Iran. Ben, pour moi, ce film a une grosse similitude avec Argo de Ben Affleck. On a la même tension, nos personnages qui sont traités comme si c'était des espions, alors que là, pour le coup, c'est pas des espions, contrairement à un Argo, oui, mais là, c'est pas des espions. Et ils vont être poursuivis jusque sur le tarmac de l'aéroport, jusque dans l'avion. Et heureusement, ben, le KGB vont se tromper d'avion et ils vont avoir le temps de partir avec les mecs de Nintendo, donc les mecs de Nintendo of America, et ils vont partir en ayant signé le contrat parce que ben, une partie de ces gens du KGB sont des corrompus qui, eux, veulent faire des pots de vin, que ça leur revienne dans la poche, et malgré tout, les concepteurs du jeu veulent signer un contrat honnête pour que l'argent du contrat revienne à l'État russe, au gouvernement russe. Donc, euh, finalement, Taron Egerton, donc Hank Rogers, et les deux autres de chez Nintendo of America qui l'accompagnent avec le chéquier, ils vont signer le contrat, ils vont repartir avec les droits, et les mecs corrompus du KGB, ben, ils vont finalement se faire arrêter sur ordre de Brejnev par l'espionne qu'on nous avait montré comme une traductrice, tout ce qu'il y avait de plus innocente, qui en fait se révélait être une redoutable espionne. Je suis désolé des notifications, si vous entendez des notifications, c'est le nouveau portable, j'ai pas encore réglé tous les sons. Il va falloir que je m'en occupe de ça. Donc, on a vraiment cette tension à la fin. Ça, j'ai énormément aimé. Je m'attendais pas du tout. Et les courses-poursuites, c'est des collisions qui sont faites, et c'est fait en 8 bits, comme si on avait des voitures sur des petits jeux de course, comme à l'époque, comme F-Zero sur Super Nintendo ou même avant. Et les collisions sont faites en 8 bits. Et j'ai trouvé que c'était très original de faire ça et de présenter tous les protagonistes de l'histoire comme différents joueurs. On nous présente Player 1, Hank Rogers, Player 2, Player 3, jusqu'à la fin, Player 1 qui gagne et les autres qui font Game Over. En gros, c'est les gentils qui s'en sont sortis. Là aussi, il y a des idées de réalisation, les buildings, les décors qui nous sont présentés en 8 bits, et ensuite on bascule sur les vraies images, sur du live action. Donc voilà, il y a pas mal d'idées qui font vraiment une vibe nostalgique des années 80-90, surtout des années 90, puisque le récit se déroule en 88 et se finit en 91. Donc ça, c'était très original. Les personnages sont extrêmement bien interprétés. Alors, on a un gros casting parce qu'on n'a pas seulement Taron Egerton, on a un Toby Jones. Toby Jones Toby Jones, c'est un habitué. On a pu le voir, il me semble, dans Hunger Games, Wayward Pines et tellement d'autres films, hein. Attention, hein, il a joué dans des dizaines et des dizaines de films très connus, des films d'auteur, des grands films de qualité. Vous reconnaîtrez son visage. Donc, on a quand même un joli casting. Togo Igawa qui fait un Hiroshi Yamauchi plus vrai que nature. Et ça m'a fait plaisir de voir ça. Franchement, j'étais là, j'avais l'impression que Hiroshi Yamauchi, c'était le vrai, quoi. C'est assez impressionnant de voir ces gens-là qu'on ne connaît que par des magazines de jeux vidéo. Et de les voir, alors que c'est des acteurs, ils étaient plus vrais que nature. Donc tout ça était très intéressant, la musique bien évidemment, mais ce qui m'a le plus touché du film, c'est les relations entre les Américains et les Russes, et le fait de nous montrer que les Russes, tout simplement, bah, ils voulaient vivre en toute liberté, une vie. C'est pas, C'était pas tous les ultra-patriotes qui étaient au service qui étaient au service du gouvernement communiste et qui voulaient imposer le communisme, ou qui trouvaient que les Américains c'était les grands méchants. Pour beaucoup, ils se cachaient parce qu'ils voulaient vivre libre, écouter de la musique,
comme les Américains, vivre, manger du McDo, du Burger King, ou voilà, ce genre de choses. Et à un moment donné, Alexei Pajitnov, le créateur du jeu, qui va faire la rencontre de Hank Rogers, il va l'amener de manière clandestine dans une soirée où tout simplement on a l'impression de voir les Russes un peu comme des enfants qui s'émerveillent de tout ce qu'ils n'ont pas accès, de tout ce que leur gouvernement, de tout ce dont leur gouvernement les prive. Et j'ai trouvé ça très touchant. Et puis voilà, l'histoire d'amitié, une amitié saine, une amitié virile, une amitié dépourvue de tout progressisme qu'il peut y avoir aujourd'hui entre Hank Rogers et Alexei Pajitnov. C'est ça que je vous ai mis d'ailleurs en miniature. Ces deux hommes qui, au début, l'un ne faisait pas confiance à l'autre parce que c'est l'ambiance du pays fait que, comme c'est un paranoïa, tu peux pas trop faire confiance, mais qui petit à petit, on va s'apercevoir qu'ils s'apprécient et que Hank Rogers, et c'était quand même un vendeur très honnête, même s'il avait du bagou et que honnêtement, moi, il m'aurait convaincu de lui sortir le chéquier pour l'aider financièrement à aller jusqu'au bout de ses démarches parce qu'il est très convaincant. Tu sens quand même que le mec est honnête et il a une conscience et il veut que Alexei Pajitnov profite de sa création. Et c'est pour ça que à la fin du film, et ça m'a mis les larmes aux yeux, quand la chute de l'URSS a lieu, on a la famille donc de Alexei Pajitnov, sa femme et ses enfants qui arrivent en Amérique. Alors je crois en l'occurrence que c'est à Hawaï, puisqu'il me semble que ou au Japon. Mais voilà, ils arrivent et ils vont habiter en Amérique, enfin ils vont habiter en dehors de la Russie. Et il est ami avec Hank Rogers et c'est une amitié qui va durer et ils vont fonder la Tetris Company qui ensuite sera reprise par la fille de Hank Rogers, Maya, moitié japonaise puisque la femme de Hank Rogers est japonaise. Et voilà, la fiction se termine, l'histoire commence avec les images d'archives où on voit les vrais personnages. J'ai trouvé que c'était une très belle histoire d'amitié entre les peuples et au-delà, voilà, au-delà du jeu vidéo, l'ouverture des frontières. Alors, je sais, voilà, peut-être ça fait politique comme message, mais j'ai trouvé ça très beau. Ça m'a mis les larmes aux yeux parce que je me suis dit, c'est pas juste un jeu vidéo, c'est plus que ça, c'est une page d'histoire. Donc moi, si je peux vous encourager à regarder ce film, c'est sous l'angle historique. Dites-vous bien que là, c'est pas juste un simple jeu vidéo, c'est vraiment une page d'histoire. Et au-delà de ça, c'est bourré d'easter eggs et de références, que ce soit Mario, Luigi, Zelda et Link. Le mec est très intelligent, Hank Rogers, dans ses arguments pour convaincre Yamauchi-san. Il lui dit, écoutez, voilà, Zelda avait Link, Mario avait Luigi, et ben vous, vous m'avez à moi, quoi, et grâce à moi, vous aurez Tetris. Et si vous voulez vendre des millions de copies à vos joueurs, mettez Mario pour la Game Boy. Mais si vous voulez en vendre des dizaines et des centaines de millions pour tous les publics, mettez Tetris. Et là, la Game Boy devient le succès que l'on connaît. Et la Game Boy n'aurait jamais eu le succès qu'elle a eu si Hank Rogers n'avait pas risqué sa vie, parce qu'il risque sa vie. À un moment donné, il se fait tabasser par le KGB. De toute façon, on est dans la partie spoilers, donc forcément que si vous avez vu le film, il faut quand même il faut en avoir une sacrée paire hein, pour risquer sa vie à ce moment-là. C'est peut-être pas aussi chaud, c'était peut-être pas aussi chaud que maintenant en Russie, mais c'était quand même bien chaud. Hein. Vous faire tabasser, voire pire, hein, puisqu'à un moment donné, le KGB menace de mort Alexei Pajitnov et sa femme et ses enfants. Donc voilà, fallait en avoir une sacrée paire et être convaincu du succès. Et ça, je trouve que c'est formidable. On a des jeux qui ont franchi les frontières parce qu'il y a des gens qui ont risqué leur vie, littéralement, qui ont risqué leur vie parce qu'ils croyaient dans ces œuvres d'art et pas seulement dans le potentiel commercial, mais dans le potentiel rassembleur, dans le potentiel d'émerveillement. Voilà le message du film. Et ça, franchement, ça m'a parlé. Donc vous le savez, hein, la chaîne est spécialisée dans les adaptations de jeux vidéo. D'ailleurs, vous avez quelques-unes des adaptations de jeux vidéo que je possède. C'est loin d'être les seuls. Je rentre tous les mois des nouveaux films en DVD Blu-ray d'adaptation de jeux vidéo. Et bientôt, je vous ferai un unboxing de toutes
les films que j'ai adaptés de jeux vidéo. C'est les seuls que je possède d'ailleurs. Tout le reste, je possède pas. Je n'achète que des films adaptés de jeux vidéo, films et séries. Bientôt, je vous ferai une vidéo complète. Vous verrez, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y en a presque une quinzaine d'autres qui sont pas ici dans le décor. La chaîne est spécialisée sur les adaptations de jeux vidéo et quand je vois un film comme ça, je me dis que j'ai bien fait de centrer ma chaîne sur cette thématique parce que oui, les jeux vidéo sont un art et oui, les adaptations de jeux vidéo, quand elles sont traitées au sérieux, ça donne lieu à des grands films et Tetris est un grand film et je suis persuadé que dans les mois et les années à venir, on va avoir de plus en plus d'adaptations de jeux vidéo qui seront traitées avec respect, avec admiration et qui vont donner envie aux gens de découvrir le jeu, même si c'est pas des gamers, même si bon, Tetris, je pense que n'importe quelle personne a déjà joué à Tetris au moins une fois dans sa vie, même sur son téléphone. Des versions de Tetris, d'ailleurs, il en existe des milliers de différentes, mais c'est important de savoir comment tout a commencé. Voilà. Et ce film vous le montre. Je vais m'arrêter là. Il y a probablement des choses que j'avais dit dans la première vidéo que j'ai oubliées parce que comme j'avais fait une critique à chaud, ben forcément j'avais des choses un petit peu plus fraîches en tête. Là, ça doit faire 4 ou 5 jours et puis il s'est passé pas mal de choses entre temps. Sachez que le vendredi 14 avril, donc pas ce vendredi, le vendredi d'après, il va y avoir un live de débriefing où on va parler à la fois de Super Mario Bros. Movie, le film d'animation qui sort demain, mercredi 5 avril. Donc on fera à la fois un live de débrief sur Mario, le film d'animation, et sur ce film Tetris. Donc le live sera en 2 parties, ça commencera à 21h. Une première partie, probablement jusqu'à 22h, 22h30, on parlera de Super Mario Bros. Movie. Et ensuite, de 22h30 à probablement minuit, on parlera de Tetris, le film. Ça aura lieu vendredi 14 avril sur la chaîne. Donc, ça sera du 100% spoilers, bien évidemment. On rentrera beaucoup plus dans les détails. Et d'ici là, j'aurai eu le temps de le regarder une deuxième, voire même une troisième fois, parce que j'ai envie de le regarder à nouveau. Donc, si ça vous intéresse et si vous avez envie de donner votre avis en détail, on verra. Je ferai peut-être même une partie avec de la libre antenne, on verra. Et puis, nous, on se retrouve demain. Alors, soit demain, soit après-demain. Je vais aller voir Mario, le film d'animation, demain. Si je peux, je vous fais la vidéo demain. Si je suis trop claqué, si je suis épuisé et si j'ai pas le temps, je la sortirai jeudi. Et l'épisode de The Mandalorian, ça arrivera donc soit demain, soit jeudi, on verra. Je vais pas faire 2 vidéos dans la même journée. Mais en gros, demain sort Mario Bros Movie, le film d'animation, il y aura la critique. Et ce vendredi sur la chaîne, ce vendredi 7 avril, il y a un live spécial, nos top 10, top 5, top 10 Final Fantasy. Et je serai avec plein de youtubeurs, des youtubeurs Final Fantasy, des youtubeurs gaming, des youtubeurs cinéma, où on va vous parler de tous nos Final Fantasy préférés. Donc vous voyez, on va parler de plus en plus de gaming sur la chaîne. Pour ceux qui sont intéressés que par le cinéma, on a aussi des lives et des critiques de films. Mais sachez que voilà, moi j'ai de plus en plus envie de parler de gaming et de films en même temps. Donc les adaptations de jeux vidéo, ça tombe très bien. Mais de temps en temps aussi de gaming avec des youtubeurs gaming, pas que des youtubeurs cinéma. C'est intéressant aussi d'élargir un petit peu les horizons. Et d'ailleurs, pas que des youtubeurs. Hein, vous verrez, il y a aussi des personnes qui ne sont pas youtubeurs, mais qui sont connus sur les réseaux sociaux pour avoir une bonne culture du jeu vidéo, du rétro gaming. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne et si vous la découvrez avec cette vidéo, abonnez-vous. Allez voir, il y a une playlist adaptation de jeux vidéo où il y a des dizaines et des dizaines d'adaptations qui ont déjà été abordées sur la chaîne en détail, analysées, parfois même plan par plan, avec des lives, plein de choses. Et puis, un petit pouce bleu, ça coûte rien. Un petit commentaire pour le référencement, c'est important. Et je remercie encore une fois les membres soutiens de la chaîne. Et c'est important de le dire. Merci aux membres soutiens. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau film, une nouvelle série, plein de vidéos. Ce mois-ci, il va y en avoir tous les jours. Portez-vous bien, passez une bonne semaine et ciao tout le monde.